Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Hello Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de WeCare, qui est le leader français des services à domicile. Vous avez aujourd'hui 13 marques. C'est un groupe qui s'est beaucoup développé ces dernières années, dont la plus connue est O2. Et à travers ces 13 marques, vous avez un large éventail de services sur un secteur qui est très porteur. Il y a une très forte demande. Que ce soit pour l'accompagnement des personnes handicapées, les personnes âgées, la garde d'enfants, les soutiens scolaires, puis des activités aussi comme le jardinage, le ménage. Alors aujourd'hui, WeCare, donc c'est ce que je disais, c'est 13 marques, c'est 20 000 collaborateurs. En France. En France, c'est 120 000 clients. En France ? En France aussi. En France. Parce qu'on a aussi une activité internationale. Voilà. Et c'est un chiffre d'affaires de 500 millions que vous avez l'ambition de porter à 2 milliards dans les prochaines années. Alors vous allez nous expliquer justement comment vous comptez faire, parce que l'objectif est pour le moins ambitieux. On reviendra justement sur vos objectifs à l'étranger. Est-ce que les besoins en service sont les mêmes chez nos voisins européens qu'en France ? On va développer tous vos enjeux, ils sont nombreux, notamment celui des aides de l'État que perçoivent les personnes qui recourent à vos services. Il y a l'enjeu aussi du recrutement, puisque vous êtes un secteur qui est assez gourmand en main-d'œuvre. On reviendra sur tous ces sujets. On parlera de votre parcours d'entrepreneur, qui est assez atypique mais remarquable. En fin d'émission, mais d'abord, on va plonger dans le vif du sujet, parce que vous êtes un peu dans le collimateur, enfin votre secteur est dans le collimateur du gouvernement, qui cherche des économies, notamment sur la niche fiscale, ce crédit d'impôt que perçoivent les gens qui recourent à vos services. Est-ce qu'il n'est pas normal aussi que vous participiez aux efforts de guerre pour rétablir les finances publiques et que le crédit d'impôt participe aussi à cet effort ? Eh bien, vous avez complètement raison et je suis totalement d'accord. Il faut que les services à la personne participent bien évidemment à la réduction du déficit de l'État. Et donc, la meilleure façon... Ce crédit d'impôt n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que le crédit d'impôt est la meilleure façon de réduire parce que ça rapporte plus que ce que ça coûte. Et donc si vous le supprimez, certes vous allez supprimer une dépense, mais vous allez supprimer des recettes qui sont encore plus importantes que les dépenses. Toutes les études montrent que c'est 1,19 € rapporté pour 1 € d'investi. Et si vous supprimez cette dépense, non seulement vous n'allez pas avoir cette recette de 1,19 € pour 1 € investi, mais en contrepartie, vous allez aussi avoir une augmentation du chômage, du travail non déclaré, et donc vous allez avoir des coûts. Donc, si on veut réduire le déficit de l'État... Ce n'est pas un coût, c'est une manière de créer d'emploi. Bien évidemment, c'est avant tout et surtout un dispositif social qui a un impact très positif sur l'emploi. Et quand on compare la France et les autres pays, on constate véritablement ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous prenez la Belgique. En Belgique, ils ont totalement tué le travail au noir, en mettant en place un système qui fait que vous achetez 1 heure de service pour 10 € auprès de Sodexo et vous avez 20% de crédit d'impôt. Ce qui fait qu'1 heure de service vous revient à 8 € de l'heure. 8 € de l'heure par rapport à 12-13 € du travail au noir. Bien évidemment, il n'y a plus de travail au noir en Belgique sur l'activité du ménage. Et résultat, il y a 3 milliards d'euros d'activité déclarée dans le ménage en Belgique pour 11 millions d'habitants. En France, on a 50% de crédit d'impôt, ce qui fait qu'1 heure de ménage vous revient à peu près à 15-16 € de l'heure après le crédit d'impôt de 50%, comparé à du 12-13 € de travail au noir. Et comme c'est encore un peu plus cher, eh ben on a encore 48% de travail au noir, ce qui fait qu'au final, au global, le secteur déclaré sur le ménage en France, c'est 9 milliards pour 70 millions à peu près d'habitants. Et donc on voit qu'il y a à peu près 2 fois moins qu'en Belgique. Et à l'inverse, vous avez l'Espagne, il n'y a rien. Rien du tout. Et donc le travail déclaré, 100 millions en totalité sur la totalité du marché. Et nous, on est leader en Espagne avec 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez bien que si vous ne mettez pas un système de crédit ou de réduction d'impôt, vous n'avez pas, tout ce secteur se fait au noir, vous n'avez pas les recettes fiscales, vous avez à l'inverse des personnes qui sont
non déclarés ou au travail au noir ou au chômage. Comment est-ce que vous expliquez cette... Alors, il y a un acharnement alors contre vous, parce que il y a par exemple la Cour des comptes, ça n'a pas dû vous échapper, qui a sorti un rapport un peu dur pour dire que le système coûte cher, qu'il est mal calibré, qu'il est mal ciblé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que j'en réponds, c'est que, en fait, celui qui paye, c'est Bercy. C'est ça l'énorme problème, c'est que celui qui paye n'est pas celui qui en profite le plus. Celui qui paye la totalité du crédit d'impôt, c'est Bercy, c'est le budget. Parce que 50% de crédit d'impôt, c'est Bercy qui paye en totalité. Ceux qui en profitent le plus, c'est qui? C'est la sécurité sociale, c'est l'UNEDIC, parce qu'il y a des cotisations qui rentrent, et à l'inverse, il y a des dépenses qui ne se font pas, parce que quelqu'un qui est déclaré, il va cotiser pour le chômage, il ne va pas recevoir d'allocation chômage. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer le système, justement pour sortir de ce côté, ça coûte et ce n'est pas Bercy qui en profite? Je pense que celui qui a raison en la matière, c'est Jean-Louis Borloo, qui intervenait récemment à l'antenne de vos confrères d'RTL et qui réexpliquait le pourquoi du plan Borloo de service à la personne en disant que ce système qui est présenté comme une niche fiscale n'est pas une niche fiscale, mais c'est un système social et d'emploi et d'inclusion. Parce qu'on emploie des personnes qui sont peu ou pas qualifiées, qui sinon seraient au chômage ou au RSA. Et donc on aurait un traitement social du chômage qui serait beaucoup plus important, un traitement social de l'inemploi qui serait beaucoup plus important. Et nous, on a cette incroyable opportunité de avoir un effet à la fois éponge et ascenseur. C'est-à-dire qu'on va prendre des gens qui sont peu qualifiés, on va les professionnaliser, les faire progresser et donc leur offrir des conditions de travail et d'emploi qui sont déclarées, leur permettent d'avoir une protection sociale, leur permettent, etc. Alors on va revenir un peu plus tard sur ces sujets de formation et de main-d'œuvre, mais certains appellent à distinguer aussi peut-être des subventions ou des crédits d'impôt à des services qui seraient vitaux, je pense notamment aux personnes âgées ou peut-être aux gardes d'enfants, et d'autres qui seraient plus de confort, le jardinage ou des choses qui ne sont pas forcément indispensables. Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante aussi à explorer? Oui, mais alors complètement dans l'autre sens. Complètement dans l'autre sens, parce qu'en fait, le dispositif du crédit d'impôt, il est là pour favoriser l'emploi des personnes qui sont peu ou pas qualifiées. Or, les métiers dont vous parlez, l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, la garde des jeunes enfants, nécessitent obligatoirement des diplômes. Donc on est sur des personnes qui sont plus qualifiées. Et par ailleurs, il y a des dispositifs spéciaux qui sont des dispositifs d'accompagnement pour la consommation et pour le recours à ces services pour les personnes qui n'ont pas ou peu d'argent. Ça s'appelle l'APA, allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes en situation, pour les personnes âgées, la PCH pour les prestations de compensation du handicap pour les personnes en situation de handicap, et la PAGE, la prestation d'accueil du jeune enfant pour les jeunes enfants. Et donc, le recours pour les clients, côté client, il y a des subventions, il y a des allocations qui permettent de recourir à ces services pour tous ceux qui en ont besoin et qui permettent, ce sont des allocations qui sont universelles. C'est-à-dire que c'est tous les Français en bénéficient. Non, il n'y a aucune conditionnalité de ressources. Tous les Français peuvent en bénéficier. Après, le montant de votre allocation dépend de vos ressources. C'est-à-dire que si vous avez très peu de ressources, vous pouvez avoir jusqu'à 100% de prise en charge. Si vous avez des ressources très importantes, vous n'aurez que 10% de prise en charge. Mais ce sont des allocations qui permettent justement à tous les Français qui en ont besoin de pouvoir bénéficier de ces services. Mais ça n'a rien à voir avec le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, il est là exclusivement pour transformer du travail non déclaré en travail déclaré et créer cet effet positif à la fois pour la société et pour l'économie. Vous avez chiffré combien de ménages arrêteraient le recours enfin, arrêterait Oui, tout à fait. Et alors on fait très régulièrement des études sur le travail noir. Pourquoi on fait des études sur le travail noir? Parce que le travail noir, c'est mon principal concurrent. Le travail noir, ça représente encore quasiment la moitié du secteur. Si on arrêtait le crédit d'impôt... Et alors, on a testé deux choses. On a testé la question sur si on passe de 50 à 40% de crédit d'impôt. Et là, il n'y a que 31% des Français qui disent « ça ne changerait rien pour nous ». Il y en a 24% qui disent « j'arrêterai définitivement ». Le reste disent « on va réduire notre consommation ». Et si on a la suppression totale du crédit d'impôt, alors là, c'est la catastrophe.
50 à 40%, c'est une des hypothèses qui était évoquée par le gouvernement. Dans le cadre du budget. Les patrons comme vous, qu'on reçoit régulièrement dans l'esprit d'entreprise, appellent beaucoup à la simplification, notamment administrative, dans leurs entreprises. C'est aussi un de vos chevaux de bataille. Qu'est-ce qu'il faudrait supprimer dans votre quotidien pour créer plus de valeur? Alors, effectivement, je pense que c'est le point qui est le plus... C'est compliqué aujourd'hui d'employer quelqu'un, de faire appel à quelqu'un pour des services à domicile. Surtout, ce qui est compliqué, c'est l'empilement des normes, et des contraintes administratives où on a systématiquement des obligations de moyens et de justifier administrativement chacune des étapes qui est faite, plutôt qu'avoir une obligation de résultat. Différence entre obligation de moyens et obligation de résultat. Résultat, vous êtes satisfait de ce que j'ai produit. Obligation de moyens, j'ai mis en œuvre tous les éléments, et puis on s'en fiche potentiellement à la fin, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Aujourd'hui, tout est structuré dans l'administration française sur « justifiez-moi que vous avez mis en place ça. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour mes équipes, il y a 10 ans, elles passaient 10% de leur temps de travail à faire de l'administratif et de la justification administrative. Aujourd'hui, elles en passent plus de 40. Et il y en a plein qui me disent « mais mon métier va changer. Moi, ce que j'aime, c'est d'être au contact des gens. C'est d'avoir l'impression d'être utile. C'est pas de remplir des dossiers en permanence, c'est pas de justifier en permanence qu'on a fait ça dans cet ordre-là, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses qui dévorent le temps des gens ? En fait, on nous met en fait, c'est des normes qui s'empilent. On nous impose, suite à ce qui s'était passé dans les EHPAD, ils ont voulu renforcer les éléments de contrôle et nous ont imposé les mêmes contrôle, alors qu'on fait du domicile, que les typologies de contrôle et de normes que les établissements qui reçoivent du monde type EHPAD. Et ça, c'est délirant pour nous. Alors, on va parler un peu de votre secteur. Je disais qu'il était en plein essor. Il y a beaucoup de demandes. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'on est sur une tendance de quel ordre ? Alors, il y a deux choses qui sont... Quelles sont les activités qui sont les plus... en plus forte croissance? Alors, l'activité qui est structurellement et qui tendanciellement va être en plus forte croissance, c'est bien évidemment l'accompagnement de la personne âgée. Pour des raisons démographiques. Pour des raisons démographiques bien évidentes. C'est en France ou c'est Non, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est la transition démographique, le choc démographique qui nous attend. On parle de transition écologique. Il y a une certitude absolue qui est documentée de partout, c'est l'explosion et le choc démographique que l'on va subir. Donc là-dessus, bien évidemment, accompagnement des personnes à leur domicile, parce que la plupart des gens, plus de 91%, souhaitent pouvoir vieillir à domicile, vivre et vieillir à domicile. Et c'est normal. Quand on y pense, se dire qu'on va devoir quitter l'endroit où on a vécu toute sa vie, où on a aimé, où on connaît ses voisins, où on est libre d'avoir un animal de compagnie, où on est libre de manger à l'heure qu'on veut, de se coucher à l'heure qu'on veut, pour aller dans un établissement qu'on ne connaît pas. C'est pas facile. Où on n'a plus de choix de son heure de lever, de ce que l'on va manger, des personnes qui vont nous accompagner, etc., etc. Donc, c'est un vrai arrachement. Donc, besoin de rester à domicile, souhait de rester à domicile. Là-dessus, grosse demande continuelle. Et en dehors des services à la personne ? Alors, tout ça, c'est des services à la personne. Le ménage, repassage continue à avoir une demande forte parce qu'il y a un besoin d'externalisation, il y a un souhait d'externalisation, de confier ça à des professionnels plutôt que de le faire soi-même. Et puis un équilibre dans la vie pro, vie perso. La garde d'enfants est en léger recul parce que la natalité est en recul. Donc ça, c'est moins porteur. C'est un peu moins porteur. Je voyais qu'à l'origine, vous proposez 80 services. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui marchent moins ? Pourquoi vous avez rationalisé ? Parce que vous ne pouviez pas être sur tous les fronts ? C'est exactement ça. En fait, au départ, quand on a lancé l'entreprise, on s'est associé avec une entreprise qui existait déjà et qui faisait 80 services à domicile. Et on s'est très vite rendu compte qu'il était plus pertinent, plutôt que de faire 80 services sur une ville, de faire un service sur 80 villes. Et donc on a concentré nos efforts sur initialement le métier du ménage, puis après celui de la garde d'enfants, puis après celui de l'accompagnement de la personne âgée ou en situation de handicap. Alors pour répondre à cette demande qui n'arrête pas de croître, il faut des salariés, il faut du personnel. On dit qu'il y a besoin de 1 million il y aurait des besoins de 1 million de personnes
pour les services à la personne? Alors de façon générale, aujourd'hui, il y a 1,3 million de salariés dans le secteur. Et l'âge moyen est assez élevé, ce qui fait que dans les années qui viennent, à la fois parce qu'on a 300 000 besoins identifiés de plus, donc en fait le nombre de salariés du secteur va passer de 1,3 million à 1,6 million, mais il y a aussi le renouvellement de nos salariés, de ceux qui sont là. Donc comment vous renouvelez ces générations? Il y a des réponses qui sont différentes. On est sur vraiment tous les fronts. On est sur des métiers, contrairement à ce qui peut parfois se dire, on est sur des métiers qui sont très attractifs. Pourquoi je dis très attractifs? Si je prends juste mon groupe... Pas forcément des métiers très valorisés, en tout cas. Alors, oui, mais ce sont des métiers qui ont du sens, qui ont énormément de sens. C'est pour ça qu'ils sont attractifs, parce que vous vous dites, si je suis porté sur l'humain, je veux aller dans ce secteur. Parce que ce secteur, il a énormément de sens, il a un impact extrêmement positif sur la vie des gens. Et donc, on a, chaque année, si je prends juste mon groupe, moi j'ai 800 000 candidatures. Si j'enlève les doublons, parce que... Ouais, 800 000 par an. Si j'enlève les doublons, j'ai 400 000 candidatures uniques. Or, il y a 23 millions de Français qui travaillent dans le privé. C'est-à-dire que quasiment tous les ans, j'ai quasiment 2% de la population active du privé qui candidate dans une des entreprises de mon groupe. C'est énorme. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de problème de recrutement? Ah non, j'ai pas de problème d'attractivité. Et par contre, j'ai des gros problèmes de recrutement. Et pourquoi j'ai des gros problèmes de recrutement? Parce que, en fait, il y a une énorme différence entre j'ai envie de faire, je trouve ça super ces métiers qui ont du sens, et j'ai les compétences pour. Parce que vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux. Et comme vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux, moi, en contrepartie, de l'autre côté, je suis obligé d'avoir des collaborateurs qui sont compétents parce que vous allez me confier ce que vous avez de plus précieux et donc j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont à la fois totalement dignes de confiance mais aussi qui sont extrêmement performants dans leur métier et dans leur pratique professionnelle. Est-ce que vous avez besoin, comme d'autres chefs d'entreprise le disent, de faire appel à l'immigration par exemple pour pourvoir à tous vos métiers? Très vraisemblablement. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite au Danemark où il démontrait que s'ils voulaient, à partir de 2030, conserver le même niveau d'accompagnement et de qualité d'accompagnement auprès des personnes âgées, il faudrait qu'au moins 24% des jeunes se dirigent vers ces métiers. Des jeunes danois, ce qui ne sera pas le cas, et donc ils seront obligés de recourir à l'immigration. En France, on a un flux d'immigration. Il y a un projet de loi qui favorisait pour les métiers en tension. Absolument. Est-ce que ça vous a aidé? Alors, ça vient d'être mis en place, donc je vous répondrai la prochaine fois que vous m'inviterez. Très bien. On va essayer d'avancer un peu et de parler de WeCare et de vos perspectives. Vous êtes aujourd'hui leader du secteur avec 2% du marché. Est-ce que déclaré. Déclaré. Qu'est-ce que ça veut dire déclaré? Ça veut dire que c'est la moitié du marché total. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un marché déclaré qui fait 23 milliards. Et on a un marché non déclaré qui fait quasiment 20 milliards. Parce que c'est 48% du marché aujourd'hui. Donc effectivement, 2% du marché déclaré. Vous voulez être leader mondial. Comment vous comptez faire? Est-ce que vous allez faire ça par acquisition? Oui, très certainement. Il y a une partie d'acquisition. En fait, on va utiliser toutes les sources de croissance. Donc à la fois de la croissance organique de nos marques actuelles, croissance organique sur des marques que l'on peut potentiellement créer, mais aussi le développement par la franchise. Ça fait quelques années. C'est un gros moyen de développement. Ah oui, complètement. En fait, c'est un moyen qui permet à d'autres entrepreneurs, contre une redevance, d'utiliser votre marque, votre savoir-faire et un accompagnement que vous leur prodiguez. Et qui leur permet d'accroître la probabilité de réussite, parce que les entreprises qui se développent en franchise ont beaucoup plus de probabilité de réussite que les entreprises qui se développent de façon classique. Donc, on accompagne les entrepreneurs dans leurs projets en franchise et puis de la croissance externe par le rachat d'autres entreprises en France, mais aussi à l'international. Alors justement, aujourd'hui, comment se répartissent vos activités? Vous êtes essentiellement français, c'est quoi? Oui, c'est plus de 95% d'activité qui se fait en France. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à l'étranger? Quels sont vos projets, les pays, les services dans lesquels vous voulez vous développer? Alors, tous les services à la personne, parce que c'est vraiment notre métier, c'est là où on a une expertise et un vrai savoir-faire. Et puis les pays, dans un premier temps, plutôt les pays en proximité de la France, pour des raisons de facilité d'accompagnement, même si on est déjà aujourd'hui présent. Alors aujourd'hui, on est déjà présent en Espagne, au Portugal. Sur le pourtour méditerranéen, on est présent au Maroc. En Afrique, on est présent en Côte d'Ivoire, au Sénégal
et très prochainement au Bénin. Et puis on a un partenariat stratégique, on détient 20% d'une entreprise au Brésil. Et donc on a des projets d'expansion en direct sous forme de succursales sur les pays européens. On est en train de regarder des choses en Suisse, en Allemagne. Donc ça sera plutôt proche Europe. Et puis sous forme de franchise, master franchise, dans des pays un peu plus lointains. Vous vouliez faire entrer de nouveaux investisseurs justement pour accélérer ce développement. Vous en êtes où aujourd'hui? On est en phase finale pour restructurer notre capital et faire entrer des investisseurs qui nous permettront et nous donneront les moyens justement de ces ambitions. Alors, vous avez beaucoup de marques, vous en avez 13, parfois certaines qui font la même chose. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous n'allez pas rationaliser encore vos marques pour plus d'efficacité? Alors, elles peuvent proposer parfois le même service aux clients, mais à chaque fois, il y a un modèle, il y a une proposition de valeur qui est différente. Par exemple, si on prend le ménage, vous pouvez faire appel à Berilus, qui est une marque vraiment entrée de gamme. Vous pouvez faire appel à O2, qui est une marque qui est plutôt premium. Vous pouvez faire appel à APEF, qui est une marque qui s'adresse plutôt aux personnes un peu plus âgées. Donc le cœur de cible d'APEF, exactement. Ouais. Le cœur de cible d'APEF, c'est les 65 ans plus ou moins 10 ans. O2, c'est les 45 ans plus ou moins 10 ans. Vous pouvez faire appel à la compagnie lavandière. Et là, la proposition de valeur, elle n'est pas différente pour les clients, mais elle est différente pour les salariés, parce qu'un salarié qui rentre à la compagnie lavandière, c'est obligatoirement CDI temps plein, que du ménage, et une autonomie et un modèle d'organisation différent. Et enfin, vous pouvez faire appel à Maison Elia Paris, où là, c'est vraiment sur le top, prestations hyper exclusives. Et donc, vous avez à chaque fois des propositions de valeur qui sont différentes, soit pour les clients, soit pour les salariés, pour être en capacité de répondre à toutes les demandes de chacun. Je voudrais revenir sur les questions de formation et de personnel. Vos salariés, les gens sont en contact direct avec des gens parfois faibles, parfois en situation de handicap, ou des personnes âgées. Il y a des faits divers qui ont défrayé la chronique, ça se passait dans des EHPAD, mais il y a quand même eu des problèmes de comportement. Est-ce que vous êtes confronté à ça et comment est-ce que vous appréhendez ce problème? Alors, les populations les plus fragiles, c'est pour ça que pour les populations les plus fragiles, il y a une exigence de diplôme et de formation que l'on a, nous, en tant qu'entreprise. C'est d'ailleurs une des garanties. Aucun de vos salariés ne sera en contact avec une personne âgée handicapée ou une personne âgée. Si elle n'a pas eu une formation adéquate. Dans la formation, il y a des éléments sur la maltraitance et surtout sur la bientraitance. Il n'y a pas une personne dans une entreprise comme la nôtre, mais dans toutes les entreprises qui sont dites prestataires et qui emploient leurs collaborateurs, qui n'a pas cette obligation de formation et d'accompagnement. Donc toutes les entreprises, quand vous faites appel à une entreprise, en tant que client, vous avez la garantie que la personne qui vient chez vous, elle a eu une formation et un accompagnement par rapport justement... Vous avez un système de contrôle. Bien évidemment, on a les contrôles. Alors que quand vous êtes en situation d'emploi direct, vous n'avez pas cette garantie. Oui, donc vous êtes le tiers de confiance. C'est aussi une des valeurs ajoutées qu'apporte l'entreprise. On a fait une sélection extrêmement importante et c'est d'ailleurs un des points qui explique ce que je disais tout à l'heure. On a 400 000 candidatures, on arrive à peine à faire 6 000 recrutements. La différence, j'ai de l'attractivité, mais je n'ai pas forcément les compétences nécessaires en face et les diplômes, en l'occurrence, pour s'occuper des personnes âgées ou en situation de handicap. Les contrôles que vous faites sont des contrôles internes ou sont des contrôles qui sont faits par des... Les deux, les deux. On a à la fois des audits internes, mais on a aussi un audit effectué par AFNOR, qui vient vérifier que tout ce que l'on fait est correct. Et puis on a aussi des audits faits par la HAS, donc Haute Autorité de Santé, qui vient vérifier que nous faisons les choses conformément au cahier des charges pour l'autorisation. Une sorte d'inspection. C'est assez... Et puis il y a aussi les conseils départementaux qui font des inspections. Donc en fait, pour les personnes âgées, il y a aussi les conseils départementaux qui viennent faire des contrôles parce que c'est eux qui nous délivrent l'autorisation et c'est eux qui contrôlent que effectivement nous respectons bien le cahier des charges de l'autorisation. On va terminer cette émission par votre parcours, Guillaume Richard, puisqu'il est assez atypique. Vous êtes parti de zéro en créant votre entreprise en 1996, il y a presque 30 ans. Qu'est-ce que vous
conseilleriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui et qui veut créer son entreprise? Premier conseil déjà, c'est de savoir pourquoi il veut le faire et ce qu'il a envie de faire. Parce que vous ne faites pas du tout la même chose si votre ambition c'est d'être numéro 1 mondial, ou si votre ambition c'est d'être numéro 1 national, ou si votre ambition c'est d'être numéro 1 régional, ou très local. Et il n'y a pas une ambition qui est meilleure que l'autre. Mais si j'ai envie d'être le premier pizzaiolo de mon village et d'avoir un food truck qui me permet d'exprimer ma créativité en tant que pizzaiolo, c'est un projet qui est aussi bien que celui qui voudra dire eh ben moi j'ai envie de faire Pizza Hut et être le numéro 1 mondial de la pizza. Il n'y en a pas un projet qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui est plus ambitieux. Mais si je veux être la meilleure pizza parce que j'ai une pâte spéciale, parce que j'ai un toucher spécial, parce que je sais faire des trucs qui sont absolument incroyables, c'est tout aussi donc savoir où valorisable. on veut aller. Donc savoir où vous voulez aller, je pense que c'est la première des choses parce que en fonction de ce que vous avez envie de faire, créer une boîte, créer une entreprise comme vous l'avez fait. Ben vous voulez créer une entreprise, déterminer vraiment ce que vous voulez faire parce que derrière, en fonction de ça, vous allez mettre en place les éléments qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Vous, par exemple, vous avez commencé, vous aviez un job. Oui. Et en fait, vous développiez votre entreprise parallèlement. Alors ça, c'était tout au début, mais après, j'ai quitté mon job et je me suis consacré à temps plein au développement de l'entreprise. Et on était fin des années 90, folle période de l'Internet. Et je suis arrivé... Je vous passe les péripéties, mais on est arrivé juste après l'explosion de la bulle Internet. Donc on n'a pas réussi à lever tout l'argent qu'on devait lever. Donc on a dû reprendre un emploi salarié. Et moi, pendant 3 ans, de mars 2001 à juin 2004, dans la journée, j'étais adjoint au directeur du réseau chez Relais H. Et le soir, le week-end, pendant les vacances, je m'occupais de ma boîte. Mais maintenant que l'entreprise est un peu plus pérenne et solide, est-ce que vous avez un peu levé le pied et surtout est-ce que vous pensez à l'après? Parce que ça fait 30 ans que vous êtes dédié à WeCare. Comment vous pensez à l'après? Non, on ne lève pas le pied, on fonce, on accélère ensuite. Vous ne pouvez pas lever le pied, surtout quand vous avez des ambitions et que vous avez derrière une responsabilité qui aujourd'hui n'est plus sur ma seule personne ou ma seule famille. Ma responsabilité, elle est vis-à-vis des 20 000 collaborateurs en France, des 3 000 collaborateurs internationaux. Vous préparez l'après Bien déjà évidemment, bien évidemment, on prépare l'après, on essaye d'avoir des personnes qui seront en capacité d'accompagner, de suivre l'entreprise. Ne serait-ce que parce que très souvent, le chef d'entreprise est le premier ennemi de la croissance de son entreprise. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous créez la boîte, vous êtes tout seul, vous faites un peu de tout, et puis au fur et à mesure, vous devenez 2, il faut apprendre à partager, vous êtes 10, il faut apprendre à déléguer, vous êtes 100, il faut apprendre à organiser, vous êtes 1000, etc. Votre job, vous passez d'un job d'homme orchestre à un job de chef d'orchestre. C'est pas du tout la même compétence. Et puis vous n'avez pas forcément le goût de votre métier qui change, et donc il faut être capable d'accepter ça, et donc d'accepter que vous n'êtes plus forcément la meilleure personne. Et donc être capable aussi de se dire, je dois un moment donc vous serez là encore pour un moment chez WeCare. Merci beaucoup Guillaume Richard d'être venu nous voir. Merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le Figaro.fr ou sur le canal de Figaro TV. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.